BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler de voitures, on va parler à bonne manière un peu indirecte de Stellantis, on va parler de voitures d'occasion, puisque je reçois Guillaume Paoli, il est cofondateur et CEO d'Aramis Group. Bonsoir Guillaume Paoli. Bonsoir. Merci d'être avec nous, leader européen de la vente de voitures d'occasion. Là, une étude qui vient de sortir qui montre que c'est la priorité des Français, c'est acheter une voiture d'occasion, un peu aussi une problématique de pouvoir d'achat. Quand je disais on va parler un peu de Stellantis, parce que vous avez créé Aramis Group, c'était en 2001, mais depuis, en fait, Stellantis est devenu votre principal actionnaire à hauteur de 61%, si ma mémoire est bonne. Là, je sais pas, comment vous avez été averti, comment ça se passe? Est-ce que ça va changer quelque chose pour votre groupe ou pas? La chute de Carlos Tavares. Alors, on a créé avec Nicolas Chartier, mon associé et co-dirigeant, Aramis en 2001. Ouais. Stellantis est arrivé en 2016. On peut dire qu'ils ont eu le nez creux parce que, en fait, entre 2016 et aujourd'hui, on est passé de 300 millions à 2,2 milliards de chiffre d'affaires. Écoutez, je crois qu'on peut saluer Carlos Tavares et ses équipes. Ils ont quand même construit un leader mondial. Ils ont retourné au moins 2 entreprises et c'est un actionnaire exemplaire pour nous. Donc, nous, c'est un actionnaire, on n'a pas besoin d'être averti, on a été averti, mais ça n'a pas de conséquences particulières sur nous. On est une entreprise autonome. On travaille avec Stellantis sur un certain nombre de sujets, mais ça n'a pas d'impact pour nous. Oui, on dit oui parce que Carlos Tavares, c'est vrai qu'il y avait 5 millions de pertes et puis il a restauré, il y avait 15 millions de bénéfices avec des marges qui explosaient. Est-ce qu'il vous imposait, parce qu'on dit que lui, son truc c'était le pricing power, qu'il a poussé trop loin le fait d'avoir des marges extraordinaires. Est-ce que vous aviez cette pression chez Aramis ? Non, parce que en fait, on n'est jamais été dans l'organigramme du groupe. Nous, on le voyait 2 fois par an, et il était plus en soutien et en challenge, mais une entreprise cotée, indépendante. Mais on ressortait toujours des conversations avec lui avec un paquet de bons trucs à mettre en place. Tiens, je voudrais vous faire écouter, parce que je l'ai interviewé il y a un mois et demi, à l'occasion du salon de l'auto. Et puis, évidemment, j'ai attaqué un peu sévèrement en lui disant, attendez, avant vous étiez le roi de la marge, vous étiez le dieu Carlos Tavares. Puis finalement, maintenant, votre titre s'est effondré, vous êtes en train de tout remettre en cause. Qu'est-ce qui se passe, Carlos Tavares? Tiens, on va écouter sa réponse, vous réagirez. Ensuite, Guillaume Paoli. Je me réjouis que vous découvriez que je suis un être humain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et effectivement, en 2024, nous avons commis une erreur opérationnelle aux États-Unis où notre plan marketing du 2e trimestre de l'année n'a pas fonctionné. C'était un plan très innovant, très audacieux. Malheureusement, il n'a pas apporté les résultats escomptés. Et donc, il nous a mis en difficulté au début du 3e trimestre où la récupération au niveau des stocks de nos concessionnaires a été plus lente que prévu et c'est ce qui nous a mis en difficulté. Oui, Carlos Tavares qui était très cash, en l'occurrence, parce qu'après je lui ai demandé, on ne va pas forcément l'écouter, mais je lui ai demandé s'il allait vendre des marques, puisqu'il y a 14-15 marques même au sein de Stellantis. Il me dit il n'y a pas de tabou. Bon, on sentait qu'il était déjà un peu sous pression, mais en fait c'est sa méthode, c'est son management très dur. Vous savez, c'est la voiture. Il y a eu des très bons résultats. L'industrie automobile qui veut ça, quoi. Non, je pense que là où il a raison, c'est que alors, premièrement, ce qui est important de comprendre, c'est que l'automobile est au cœur du mode de vie des Européens. Et que il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises et qui font que la compétition est devenue particulièrement ardue. Donc effectivement, il était très exigeant de son côté au sein de Stellantis. Et c'était aussi un actionnaire exigeant mais respectueux. Donc voilà, après nous on n'a pas travaillé au quotidien avec lui. Oui, bien sûr. Alors la question justement, vous parlez de toutes ces décisions, on voit bien que l'industrie automobile c'est vraiment très très difficile en ce moment. Quel impact sur vous? Parce que alors vous vous portez comme un charme. Est-ce que du coup, les gens se disent, moi je ne sais plus s'il faut acheter une voiture hybride, électrique, thermique, etc. J'achète une voiture d'occasion. Est-ce que vous voyez vos chiffres complètement boostés? Je disais, vous avez vendu 112 000 voitures en 2024. Alors, on a une proposition de valeur qui nous semble très intéressante pour les clients avec nos véhicules reconditionnés qui sont moins chers que des voitures neuves et beaucoup plus fiables que des voitures d'occasion. Et en ce moment, ça a échappé à personne qu'il y a pas mal de contraintes sur le pouvoir d'achat. Donc,
les véhicules neufs le marché des véhicules neufs traverse une période un petit peu compliquée, avec des véhicules qui sont un peu chers pour les moyens des Français, des Européens en général. Et nous, avec notre offre, on a quelque chose qui est vraiment très intéressant, il nous semble. Donc à la marge, ça augmente un peu nos volumes. Mais ce qu'il faut comprendre, la particularité d'Aramis, c'est qu'on opère sur un marché absolument massif. 400 milliards, 12 millions de voitures, 400 milliards d'euros, 12 millions de voitures vendues chaque année. Ça, c'est les voitures de moins de 8 ans, ce marché sur lequel on opère. Donc même si on est le leader, vous l'avez dit tout à l'heure, on a une toute petite part de marché et on a vraiment une belle trajectoire devant nous. Oui, parce que vous êtes dans 6 marchés en fait, parce que nous on connaît Aramis, mais vous êtes aussi en Belgique, en Allemagne, un peu partout quoi. On est en Belgique, en Royaume-Uni, en Autriche, en Italie, en Espagne. Oui. C'est l'Allemagne, pourquoi c'est difficile à franchir? Non, on n'a pas eu forcément une opportunité qui nous convenait. On a grossi par fusion-acquisition et on n'a pas eu forcément jusqu'à présent l'opportunité qu'il fallait. Mais donc les voitures d'occasion, c'est plus combien en 2024 par exemple pour vous? Et en 2025, vous prévoyez quoi? Alors, c'est juste pour essayer de comprendre si ce maelstrom automobile dans lequel on se trouve, ça a un impact sur les gens, ils se disent, ils achètent des voitures d'occasion ou pas? Je pense que ce qu'on propose, il y en a d'autres, mais ce qu'on propose, c'est vraiment une très bonne alternative pour assurer sa mobilité. Vous savez sans doute que 2 Français sur 3 vont travailler chaque matin en voiture. Donc la voiture, c'est au cœur du mode de vie. Donc le marché des voitures d'occasion, il est très grand, il croît lentement. Donc là, on est au niveau européen, on est à plus 5%. Et nous, ce qu'on a annoncé lors de nos journées investisseurs la semaine dernière, c'est qu'on allait faire, une croissance au-delà de 10% chaque année sur ces voitures reconditionnées. Oui, alors parce que justement, vous avez des voitures moins de 8 ans, mais que vous avez 2 usines de reconditionnement. Vous étiez un peu un des premiers à être sur cette notion de reconditionner les voitures. Vous les reconditionnez comment? Alors on a 2 usines en France, une à Nemours et une dans le sud de la France. Je salue d'ailleurs nos collaborateurs. Et 8 en Europe. Mais reconditionner une voiture, ça veut dire quoi? C'est transformer une voiture d'occasion en l'expertisant au début, en travaillant la mécanique, en revoyant la carrosserie, en la réexpertisant à la fin et en la proposant avec des garanties absolument jamais vues jusqu'à présent sur le marché. C'est ça qu'on appelle une voiture reconditionnée. C'est une voiture dont on va prolonger la vie. Donc on opère au cœur de l'économie circulaire. Vous prenez une marge de combien ? Si je vous vends ma voiture, je ne suis pas du tout intéressé, je n'ai pas de voiture d'occasion à vendre, je précise. Mais vous prenez une marge de combien? Alors, sur chaque voiture, on fait une marge brute, un peu plus de 2 000 €, mais à la fin, il reste quelques pourcents de marge d'EBITDA, même si on est en forte croissance aussi sur la profitabilité. Alors la question, d'abord, c'est quoi le top 5? Est-ce que justement c'est des Stellantis parce qu'elles se vendaient moins, ou les Peugeot, elles se vendaient moins? C'est quoi le top 5 des voitures d'occasion chez vous, chez Aramis? Alors chez nous, c'est toujours un peu les mêmes. C'est la Peugeot 208, c'est la Renault Clio, c'est la C3, c'est la Mégane, c'est le Scénic, c'est la 308. C'est toujours un peu autour de ces voitures qu'on tourne. C'est des voitures urbaines et de taille moyenne. C'est les voitures préférées des Français. Ouais. Est-ce qu'il y a des voitures électriques? Oui, il y a des voitures électriques. Parce que justement, on dit qu'en fait, il y aurait un vrai marché. L'électrique pourrait prendre le jour où il y aurait un vrai marché d'occasion de la voiture électrique. Est-ce qu'il y en a un? Alors, c'est un vrai point. Et d'ailleurs, ce marché n'est pas tellement soutenu par les pouvoirs publics. Non. Mais il y a un marché aujourd'hui sur les voitures de moins de 8 ans. C'est à peu près 4% du marché qui sont des voitures électriques. Donc il y a 17% de voitures électriques sur le marché des voitures neuves, 4% sur le marché des voitures de moins de 8 ans. C'est pas encore vraiment de quoi faire un marché. Non, mais ça progresse chaque année. Nous, on est un peu en avance parce qu'on pense que c'est une très bonne opportunité de développement pour nous, puisqu'on est un peu plus agile que la moyenne, on va dire. Et qu'en fait, on pense que les particuliers vont être beaucoup plus réticents à acheter une autre voiture électrique à un particulier et vont plutôt se tourner vers des professionnels. Oui, donc là, l'histoire de bonus, enfin, on ne sait plus très bien qu'est-ce qui va se passer vu le scénario politique de ce soir avec le 49.3 et les motions de censure qui vont être déposées demain et les conséquences que ça peut avoir sur le gouvernement Barnier et surtout sur le budget. Mais là, il y avait une chute drastique des voitures, des bonus. Oui. Pour vous, c'est plutôt une bonne chose ou pas? Comment vous analysez ça? De toute façon, c'était pas soutenable. Enfin, je veux dire, le leasing social en début d'année, mettre 13 000 € d'argent public pour que quelqu'un puisse acheter une voiture électrique, c'était pas soutenable. Donc, de toute façon, il fallait que ces aides baissent.
Oui, mais dès que ça baisse, il y a plus du coup, les Français n'achètent plus, ils n'ont pas les moyens. Les Français achètent moins de voitures. On l'a vu aussi en Allemagne où ça a été fait. Donc, écoutez, tout ça, ça va se régler par les prix. Les constructeurs vont ajuster leurs prix. En plus, les constructeurs ont la contrainte de la réglementation café. Bon, on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais qui les oblige à vendre un certain nombre de voitures électriques. Oui. Et donc, ça, pour le coup, c'est un impact positif pour vous. C'est un impact positif. Parce que vous êtes à en la bout de marge. ligne, vous êtes en bout de chaîne. Alors, en bout de chaîne, nous, on propose des voitures de 0 km jusqu'à 150 000 km avec de toutes les motorisations. Et il y a moins de distorsion du marché, si vous voulez. Pour nous, c'est plutôt favorable. Oui. Dans les voitures d'occasion électriques que vous vendez, vous disiez à 4% sur un marché qui fait à peu près 17%, bon, et encore là, ça va un peu baisser. C'est des voitures chinoises ou c'est des voitures, ou alors c'est la Renault, c'est quoi ? Alors, les voitures chinoises viennent juste d'arriver, donc on en a encore assez peu véhicules d'occasion, mais on en a. Donc on vend, je ne vais pas les citer, mais plusieurs marques chinoises. Et pour l'instant, c'est essentiellement des Renault Zoé, des Leaf, des Tesla. Enfin, on vend toutes les voitures électriques qu'on les propose. Ouais. Vous l'avez dit, vous avez présenté vos journées stratégiques, c'était mercredi dernier, avec un nouveau plan qui consiste en quoi ? Quelle ambition vous vous donnez justement sur ce marché où je disais que vous êtes leader, mais encore assez petit. Oui, donc, un petit leader. Par rapport au marché de 400 milliards, vous défendez... Alors, on veut bâtir avec notre équipe le leader, la solution préférée des Européens pour acheter une voiture d'occasion. Ok, mais ça, c'est des éléments de langage. Au-delà de ça, c'est quoi ? Le plan ? Oui. C'est très simple, il y a 2 éléments. Le premier, vous savez, on a grossi beaucoup par fusion-acquisition, donc maintenant on va converger vers un système opérationnel unique, ce qui va nous permettre de niveler par le haut les performances. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, on va continuer d'améliorer notre modèle. Donc, on a dit ça en anglais, raise the bar, élever le niveau, notamment avec la technologie, notamment en améliorant encore l'expérience client. On fait pas mal de choses. Mais par exemple, on essaie d'être concret. Toujours, ça veut dire quoi, la technologie dans une voiture d'occasion, ça veut dire quoi ? Alors, je vais vous donner 2 exemples dans chaque catégorie. Premièrement, il y a des pays dans lesquels, dans notre groupe, on est très en retard sur la marge unitaire, par exemple. Le groupe les accompagne pour améliorer, dépenser moins, être plus efficace en logistique, etc. Donc ça, c'est un exemple. Deuxième élément, et sur la technologie, une façon d'améliorer le modèle, c'est de faire contribuer l'intelligence artificielle. Alors, je sais que c'est un buzzword, tout le monde en parle, etc. Mais nous, on a déjà des choses en production qui nous permettent d'être plus efficaces. On interagit déjà. Exemple. Demain, vous venez sur notre site, vous avez une voiture à vendre, vous allez interrompre votre parcours, possiblement, on va vous contacter par WhatsApp pour vous demander de compléter votre parcours, d'échanger avec vous. Et après, c'est à l'heure du jour et de la nuit que vous préférez. Ouais, et ça a quel impact sur vos ça va nous permettre d'être plus efficaces. Avec Nicolas, quand on a créé l'entreprise, on a été les premiers à dire on va vendre des voitures sur Internet. On nous a pris pour des fous alliés. C'était en 2001. Il se trouvait que ça n'a pas trop mal marché. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça va nous permettre d'être encore plus efficaces. C'est pas que l'intelligence artificielle va remplacer les humains, comme l'Internet n'a pas remplacé nos conseillers commerciaux. C'est juste ça va les rendre plus efficaces. Ouais, et du coup, ça se traduit comment en termes de rapidement de chiffres ? On n'est pas là pour donner que des chiffres. On a annoncé, 2025, 2026, 2027. Ouais, on a annoncé des objectifs en 2027, donc de la croissance à 2 chiffres et atteindre une marge d'EBITDA de 5% en 2027. Mais on n'est pas tout à fait dans les marges de Carlos Tavares chez Stellantis. Alors, il manque 10%. Oui, alors les derniers chiffres qui ont été annoncés, c'était plus autour de 7. Oui, mais c'est justement pour ça qu'il a chuté, je parlais d'avant. Ouais. Quel regard vous jetez sur la filière automobile, là, qui est quand même, on voit, fermeture d'usines, de sites chez Valeo, chez Michelin, on voit des difficultés chez Volkswagen. Quel regard vous portez là-dessus ? Nous, on est des entrepreneurs, donc on est toujours un peu optimiste. Ouais. Je dirais qu'il y a un faisceau de contraintes un peu compliqué. Donc, Carlos parlait de darwinisme. C'est vrai qu'il va y avoir des moments un peu compliqués pour l'industrie. Mais c'est encore possible de rebondir puisque les clients ont besoin de voitures. Donc ça va passer par rendre les voitures plus abordables,
et s'adapter très très vite à la concurrence chinoise qui s'annonce massive. Mais il va y avoir une période compliquée, notamment, enfin je pense pendant 1 an, ça va être assez compliqué. Oui, vous pensez, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de gens au tapis, quoi. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un décalage entre la production de voitures et la demande aujourd'hui. Alors cette demande va peut-être remonter un peu si les voitures sont un peu plus abordables, mais il va y avoir un mouvement de correction. Rapidement, vous avez créé... Vous êtes un entrepreneur, vous l'avez rappelé, vous avez créé donc Aramis en 2001, Introduction en bourse en 2021, des débuts qui ont été un tout petit peu difficiles, pour pas dire très violents. Aujourd'hui, ça va mieux. Est-ce que vous regrettez d'être entré en bourse ? Non. Alors, il y en a beaucoup qui le regrettent, vous ne serez pas le premier. Non, on ne regrette pas. D'abord parce que c'est vrai qu'on a eu une valorisation qui était très bonne à l'époque. C'était cette phase de marché. Ça nous a permis de lever beaucoup d'argent. On a levé 250 millions d'euros avec une dilution qui était tout à fait correcte. Le fait d'être en bourse, ça nous aide à... C'est beaucoup plus simple de distribuer des plans d'action aux collaborateurs, etc. Ça rend l'entreprise plus visible. Donc non, on n'a aucun regret. Après, c'est vrai que le cours a chuté. Là, il a bien remonté. Il a fait plus 70 depuis le début de l'année. On est encore loin de ce qu'on pense la vraie valeur de la société, pour plein de raisons, mais non, on n'a pas de regret. Ouais. Et en même temps, pourquoi faire rentrer un actionnaire principal, donc à l'occurrence Stellantis, en fait, en 2016, avec Nicolas, on voulait lever des fonds pour passer à l'échelle européenne. On était déjà leader en France, on voulait passer à l'échelle européenne. On s'est lancé dans une levée de fonds, et Stellantis, Peugeot à l'époque, nous a appelé en disant, écoutez, faites la levée de fonds avec nous. Et on a bâti ce modèle de coopération entre une start-up scale-up et un grand groupe qui a très bien fonctionné, qui continue à très bien fonctionner, puisqu'on s'est étendu par la suite dans 6 pays et qu'on est toujours à la tête de l'entreprise. On contrôle à peu près 20% du capital, 60% c'est Stellantis et le reste c'est le flottant, 20%. Parfait, merci beaucoup. Donc, nouveau plan stratégique et puis donc visiblement des envies pour grignoter cet énorme marché où vous restez quand même petit, mais vous êtes le leader européen malgré tout. Absolument. Merci d'avoir été avec nous, Guillaume Paoli, cofondateur et CEO d'Aramis Group.